La présidente et 3000 assesseurs. Mais c'est parce qu'il y a... Sac après, il servait de sac après. Mais c'est parce qu'il y a 3500 que la présidente. Eh oui. Moi, je ne sais pas. Alors là, c'est la première entrée de la DTM. Ouais, merci parce qu'ils ont baissé derrière, super, merci. Oui, très bien, oui. Derrière le chômeur, il y a
Ouais. Vous t'inquiétez pas, monsieur, là, expliquez-moi. Bernard, c'est le meilleur. Alors, qui êtes-vous, messieurs, dames? Très bien. Une agence de presse. Et vous travaillez pour qui? J'ai été élu à la commune à un mandat il y a quelques temps.
Ça, c'est un enseignant. Expliquez-moi les raisons de cette manifestation aujourd'hui. Alors, je suis ici pour porter le soutien plein et entier de la FNSEA aux irrigants du Sud-Ouest qui sont victimes aujourd'hui d'un recours incroyable de la part d'associations environnementales contre des autorisations qui avaient été accordées pour l'irrigation. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce recours? Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous oppose à ce recours? Ce recours met les agriculteurs en situation de très grande fragilité puisqu'ils ont un risque de ne pas pouvoir utiliser l'eau dont ils ont besoin dès cet été. Il n'y a pas de possibilité de cultiver ici sans irrigation. L'irrigation a toujours existé, mais il y a une gestion raisonnée de l'eau aujourd'hui. Il y a des organismes uniques qui ont été mis en place pour justement quantifier à la fois les ressources et les besoins, anticiper, être capable de faire des réserves d'eau et d'utiliser les eaux abondantes de l'hiver pour les cultures l'été. S'il n'y a pas d'eau pour irriguer, il n'y aura pas de production, c'est de la perte d'emploi et on importera l'alimentation. Est-ce que c'est ça qu'on veut en France? La réponse est non. On sait que le quotidien des agriculteurs il est déjà compliqué, pour plein de raisons, c'est un problème en plus. C'est un problème en plus, nous avons déjà les aléas économiques qui sont compliqués, et là on n'y peut pas toujours beaucoup. Là, les aléas climatiques, nous les connaissons, nous savons comment faire face. L'irrigation, le recours à l'eau en fait partie. Et nous voulons absolument réussir à avancer, sécuriser tous les dispositifs qui permettent de stocker l'eau. Si l'appel contre cette décision de justice ne marche pas, c'est quoi? C'est des agriculteurs qui peuvent fermer, mourir demain? Si ça ne marche pas, c'est des agriculteurs qui auront moins de production, c'est de la perte de revenus, c'est de la perte d'emploi localement aussi dans le Sud-Ouest. Donc voilà pourquoi nous souhaitons que le ministère de l'Agriculture tienne les promesses du président Macron qui avait dit qu'il s'engagerait en faveur de l'irrigation dans notre pays. Les autres pays mettent en place plus d'irrigation que la France aujourd'hui. On prend du retard. Les agriculteurs, ils sont quoi? Ils sont déconsidérés par le gouvernement, on ne s'occupe pas d'eux, c'est pas le problème majeur en ce moment? Les agriculteurs ont montré l'année dernière et depuis la crise Covid qu'ils étaient au rendez-vous pour produire l'alimentation. Tout le monde a applaudi les agriculteurs, mais il faut aujourd'hui regarder les réalités en face. Pour produire, nous avons besoin de moyens de production, nous avons besoin de plantes, d'engrais, de produits phytosanitaires pour les soigner, d'eau pour les irriguer. C'est ça l'agriculture, donc c'est loin des salons parisiens, c'est sur le terrain, d'où notre présence ici. Il y a ce problème aujourd'hui, mais il y a aussi des manifestations pour d'autres raisons cette dernière semaine en région. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui ne va pas ces derniers temps pour les agriculteurs, notamment avec la grande distribution? Les négociations commerciales ont été compliquées cette année. Les grands distributeurs ont fait plus 6 de chiffre d'affaires l'année dernière et malgré ça, ils appuient sur les prix. Donc nous menons tous les combats, le combat pour les prix, le combat pour les moyens de production, le combat pour l'irrigation. Les agriculteurs sont confrontés à l'ensemble de ces sujets sur une même exploitation. Être agriculteur aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais? Être agriculteur, c'est être un chef d'entreprise qui investit, qui prend des risques sur ses propres deniers, qui met parfois en caution ses biens personnels. Et donc, on a besoin de visibilité. Et ce qui se passe aujourd'hui enlève de la visibilité aux agriculteurs. Quand on investit aujourd'hui 300 000 € pour s'installer quand on est jeune agriculteur, on a besoin de visibilité. Et c'est ça que nous revendiquons. On a vu des actions ces dernières semaines partout en région. Il y a une vraie colère qui monte chez les agriculteurs ces derniers temps? Il y a surtout une incompréhension que des décisions puissent être prises dans la loi climat, par exemple, qui sont complètement décalées par rapport à la réalité. Certains députés l'ont exprimé. Franchement, quand j'entends certains discours à Paris, dans des assemblées, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je me demande si les gens qui tiennent ces propos sont déjà allés dans les départements, sur les territoires. On a cette déconnexion entre les décideurs et la réalité des entreprises, pas seulement agricoles, c'est un problème dans notre pays. Donc nous voulons dire très clairement les choses, à l'opinion, comme aujourd'hui, mais aussi aux responsables politiques départementaux et au gouvernement. Vous demandez quoi au gouvernement? De venir vous rencontrer, de venir sur le terrain, voir concrètement les choses? On demande au gouvernement d'écouter les corps intermédiaires, que nous sommes représentatifs, d'écouter les élus politiques de terrain. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de maires ici, de conseillers départementaux qui soutiennent, parce qu'ils savent que derrière l'eau, derrière l'activité agricole, c'est des centaines d'emplois, c'est des KEO en région qui sont indispensables pour la vitalité des territoires. Ces dernières semaines, il y a des manifestations partout en région. Est-ce qu'on peut voir une manifestation nationale à Paris monter un jour, comme on a vu il y a quelques mois? Rien n'est exclu.
Tu te mets là au milieu, on va te chercher le point. Ça peut aller? On se rapisse un peu finalement. Ce matin, ça qui ont une finalité claire, c'est de donner les moyens d'avoir de la ressource sur des territoires qui sont en déficit. Des premiers projets ont été travaillés et permettez-moi l'occasion de saluer le travail partagé avec l'ensemble des irrigants et agriculteurs qui ont joué le jeu, qui ont accepté de discuter de changements de pratiques, qui ont imaginé de travailler sur des économies d'eau, mais qui malgré tout ont bien porté le fait qu'on était déficitaire et qu'il fallait de nouvelles ressources. Ça c'est le premier point. Ce que je voulais dire également, il y a des élus du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Landes qui sont là pour représenter l'engagement des 4 départements. Mais les départements, c'est quoi? Sur l'institution Adour, c'est par exemple pour les Landes 26 millions d'euros qui ont été portés pour les projets d'irrigation. Sur le projet de territoire Midour, c'est 40 millions d'euros qui seront apportés sur les 15 prochaines années. Alors en partenariat avec l'agence, avec les départements concernés que sont le Gers et les Landes. Et donc tout simplement, c'est des actions qui dénotent bien qu'on a besoin d'agriculteurs à forte valeur ajoutée sur nos territoires, qu'on a besoin d'une agriculture qui résonne dans un schéma d'anticipation par rapport aux problèmes climatiques à venir, mais qu'on a besoin de vous apporter la ressource en eau. Sans eau, on le voit bien dans le cadre de la décision prise potentiellement par le tribunal administratif, c'est 30 à 50% de ressources en moins sur l'année 2021. On a besoin que le référé qui a été déposé par Irrigadour nous permette de casser cette décision transitoire et vous permettre de pouvoir irriguer normalement. Et on a besoin avec vous de construire l'AUP de 2022. Donc on est à vos côtés, on compte sur vous, mais on compte aussi sur le fait qu'il faut se comporter correctement comme vous le faites parfaitement aujourd'hui. Donc merci de continuer avec nous ce travail et on sera à vos côtés. Merci beaucoup. Aux côtés de l'institution. Merci François. Effectivement, d'ici, on a une belle vue sur la réussite de cette manifestation. On voit le nombre de personnes, les slogans qui rappellent le rôle absolument majeur de l'eau. Alors effectivement, c'était indispensable. Je tenais absolument à être présent à vos côtés pour plusieurs raisons. D'abord, l'eau, vous le savez tous, c'est un enjeu absolument majeur. Mais ce qui est plus important que tout ici, c'est la solidarité. Parce qu'en fait, l'eau, elle concerne toutes les formes d'agriculture, que ce soit l'élevage, ça a été dit, que ce soit l'agriculture biologique. On veut de l'agriculture locale, et bien pour produire localement, il faut de l'eau. Sans eau, on n'a pas de production. Si on veut aller vers une souveraineté alimentaire et s'adapter au changement climatique, il va falloir gérer de façon pragmatique cette eau. Et ce qui est majeur avant tout, c'est que je sais qu'ici, il y a des gens, des agriculteurs qui sont en zone de répartition des eaux, d'autres non, mais tout le monde est là aujourd'hui et c'est ça qui est important. Moi, dans mon département, je ne suis pas touché par les AUP, je n'ai pas été attaqué, mais tout le monde sait que si aujourd'hui on ne réagit pas,
demain, ça sera tout le monde qui aura le curseur un petit peu plus haut. Et il est absolument indispensable de réagir et de ne pas se laisser attaquer. On trouve ces attaques absolument dans tous les secteurs de l'agriculture. C'est absolument inadmissible. Les agriculteurs, surtout au niveau de l'eau, se sont tout le temps mobilisés autour des organismes uniques, notamment. C'est les chambres d'agriculture et les agriculteurs qui se sont mobilisés pour organiser une gestion collective de l'eau. Et ça, c'est absolument majeur. On gère l'eau de façon pragmatique. Maintenant, il faut que le gouvernement et les politiques nous laissent la possibilité de le faire. Et à travers cette AUP, il faut qu'ils fassent un appel et c'est absolument indispensable. En tout cas, je suis ravi d'être à vos côtés. Merci à tous et bravo pour l'organisation. Merci Eric. Imaginez un peu le combat quotidien que c'est ce travail sur l'eau. C'est un travail de fourmi. Ça fait des années et des années qu'on s'applique dans la gestion de l'eau parce qu'on veut une gestion équilibrée, parce qu'on veut la faire avec nous les agriculteurs et pour nous les agriculteurs et pour notre économie. Et on a cessé de le montrer et en même temps on savait que les textes n'étaient pas solides. Ça a commencé chez moi. Moi je suis de Charente-Maritime, ex-Poitou-Charentes en limite du Marais Poitevin. Notre AUP, ça fait 3 ans qu'elle est annulée. Cette année, on a su les autres AUP sur d'autres bassins du secteur et maintenant c'est plus au sud et c'est chez vous que ça s'annule. Et tous les projets de stockage qu'on essaie de mettre en place sont attaqués les uns après les autres parce que juridiquement aussi il n'y a pas les textes. Et moi je peux vous dire, les projets chez moi, il y en a aussi, ça fait 15 ans, 20 ans que des réserves sont construites, sont payées et ne peuvent pas être utilisées et ça c'est lamentable aujourd'hui. Et on l'a dit, on l'a redit, il faut sortir des textes. Alors enfin le gouvernement, il y a 2 ans, s'est décidé à dire on va revoir les textes. On nous ont sorti 2 projets de décret en 2020 qui pour nous étaient absolument inacceptables. 2 projets de décret toujours basés sur les économies, il faut réduire le prélèvement, il faut faire des économies, il faut changer de modèle, ce n'était que ça, que ça. Enfin, en fin d'année, le ministre de l'Agriculture, je le dirais, il faut le reconnaître, qui nous défend sur ce dossier, je crois qu'il faut le dire, a enfin pu mettre sa patte dans l'écriture du dernier décret. Et ce dernier décret, qui devrait sortir dans quelques temps, nous va quand même mieux parce qu'il inverse les choses. Il se dit que l'agriculture n'est pas la seule enjeu dans la gestion de l'eau. La question de l'eau, ça concerne tout le monde. C'est les milieux, certes, mais c'est l'eau potable, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est le tourisme, c'est l'ostréiculture. Et donc il faut gérer l'eau en fonction des besoins de tout le monde. Et donc une fois qu'on a estimé les besoins, derrière on voit où on va chercher l'eau. Soit on la prélève l'été si c'est possible, soit on fait du stockage ou du transfert. Et enfin dans ce projet de décret, on parle de stockage, ce qu'il n'y avait pas avant. Ça c'est quand même une première avancée, de considérer l'ensemble des besoins et de considérer aussi les stockages. Et enfin on parle d'économie dedans, on parle de filière, et ça c'était quand même pas gagné, on n'a plus le seul maître mot qui est l'économie. Donc on espère qu'avec ce décret et les projets de territoire, on va enfin pouvoir avancer. Mais aujourd'hui on n'a plus le temps, on n'a plus que 5 ans, et il faut que les services de l'État se mobilisent pour accélérer tous les projets. Et quand il y a un consensus de trouver sur le terrain, c'est aussi un mot de ce nouveau texte, le consensus doit être appliqué. Et ça là-dessus, il faudra qu'on soit intransigeant. C'est ce qu'on voit devant nous, c'est l'unité du monde agricole aujourd'hui pour un sujet de base qui est l'irrigation. L'irrigation, l'eau, c'est la base de tout, c'est la base de la vie. Aujourd'hui, la NASA, ils sont en train d'aller voir sur Mars s'il y a de l'eau. Nous, on en a ici et on ne peut pas l'utiliser. Et là, on a un vrai problème majeur, c'est qu'on a des gens qui ne connaissent pas notre métier, qui voudraient nous l'apprendre et qui voudraient nous expliquer au quotidien comment est-ce qu'on doit faire telle ou telle chose en fonction de leurs idées à eux. Le problème, c'est que les idées, on n'a pas besoin d'eux pour les avoir. On en a tous des objectifs, on a tous des envies. Nos objectifs principaux, c'est de nourrir les gens. On le fait tous de la meilleure des manières possibles. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en voyant ça, ils vont se dire qu'on a un petit pet de travers. Aujourd'hui, ce qu'on peut montrer, c'est que tout le monde est concerné, que tout le monde s'est réuni, que tout le monde s'est mobilisé. Aujourd'hui, alors qu'on est en fin mars et qu'il fait beau, mais aussi toutes les nuits dernières, je pense principalement aux Hollandais qui ont beaucoup bougé ces dernières nuits. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut s'en féliciter et se dire que c'est une belle réussite. Pas d'enfants qui sont mis sur cette terre. Est-ce que vous pensez que ces agriculteurs n'ont pas des épouses, des charges supplémentaires uniquement par plaisir? Est-ce que vous pensez que ces gens-là ne font pas ça pour le bien commun? Nous voulons travailler.
Mais nous ne nous laisserons pas faire. Alors, est-ce que je peux déjà juste vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Nicolas Pébille, agriculteur et président des jeunes agriculteurs des Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi il y a cette mobilisation des agriculteurs aujourd'hui? Aujourd'hui, l'administration a été attaquée par des associations écologistes afin de nous réduire nos quotas d'irrigation. C'est-à-dire nous donner moins d'eau dans le futur pour arroser nos cultures. Donc on est venu protester aujourd'hui, on est plus de 2000 agriculteurs, montrer notre mécontentement et dire que fini, on arrête de les écouter. De toute façon, on continuera notre combat qui est nourrir la France. Et on fera tout pour ça cet été, on continuera à irriguer. Et on vient rappeler qu'avant tout, c'est nous les premiers écolos, c'est nous qui pensons à retenir l'eau l'hiver pour la stocker et subvenir aux besoins de nos cultures l'été. Rappeler que c'est sans eau, il n'y aura pas de culture, il n'y aura pas de paysans, il n'y aura plus de pays. Et qu'on vient de défendre avant tout le citoyen et le consommateur et éviter les importations. On voit qu'il y a beaucoup de mobilisation des agriculteurs ces derniers temps, enfin ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a un ras-le-bol aujourd'hui des agriculteurs du monde agricole. Il y a un ras-le-bol. On a l'impression qu'on subit un acharnement déjà de la part de ces associations environnementales qui frappent toujours. Là, c'est tirer sur l'ambulance. On sait que notre profession est mise à mal et n'a pas des revenus les plus faibles de toutes les professions en France. Donc il y a ça, il y a la loi Egalim aussi. On essaie enfin de rentrer dans la logique de la construction des prix où on propose d'abord de couvrir nos coûts de production pour survivre. Aujourd'hui, on voit que toutes ces lois ont du mal à se faire appliquer. On a produit pendant le Covid, on a une bonne image, mais on voit que le monde après Covid, les gens ont vite la mémoire courte, quoi. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui peut-être au gouvernement? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Déjà au gouvernement qui finance les associations, qui les attaquent. Donc soit de faire intervenir des meilleurs juristes pour se prévenir de ces attaques-là et de surtout, c'est eux les garants de leur sécurité alimentaire et de l'alimentation des Français. Donc on demande à l'État d'assurer ça, de verrouiller tout ça. Et nous, comme aujourd'hui, on est en plein semis, tout le monde a sacrifié sa journée pour venir ici. On n'a pas le temps de faire ça et on veut éviter que ça recommence et on veut continuer à pouvoir produire et éviter toutes ces importations et importer tout ce qu'on ne veut pas dans notre pays. Justement, il y a beaucoup de mobilisation, justement, il y a beaucoup de demandes. C'est pas la première fois que vous essayez de mobiliser le gouvernement là, sur ces sujets-là. Vous avez l'impression qu'il y a des avancées jusqu'à présent ou pas? Non, on est là, donc on recule. On a l'impression qu'on est en perpétuel recul. Les négociations de la PAC arrivent aussi. On sent qu'on va devoir ressortir aussi, nous faire entendre. Nos collègues à Clermont l'ont fait. Mais voilà, on est de moins en moins nombreux, donc on commence un peu à se dire, moins en moins nombreux, ça va être compliqué de se mobiliser de plus en plus. Donc ouais, on a le moral en bas des chaussettes, mais on va continuer le combat et on passera outre toutes ces injonctions et on fera ce qu'il faut faire pour les Français. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, aujourd'hui, une manifestation pour le droit à continuer à irriguer nos cultures, parce qu'un arrêté de prélèvement d'eau, l'autorisation unique de prélèvement, a été cassé par un tribunal. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un dossier où on gère l'eau dans cette région, on fait tout le boulot, on le fait correctement. Et voir qu'une association environnementale qui ne pèse que quelques membres est capable de mettre à bas tout ça, ce n'est pas possible. Mais globalement, ce que ça soulève et ce pourquoi on est si nombreux aujourd'hui, c'est que l'État ne tient pas les engagements qu'il a pris. On s'était engagé avec nous, l'État s'est engagé à créer des ressources d'eau supplémentaires pour affronter le changement climatique, pour avoir des productions de qualité sur le territoire. Et ça, on est les témoins de promesses non tenues. Donc aujourd'hui, on veut que ça bouge et qu'il y ait des actes. Vous dites que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quoi les autres problèmes que vous avez? Le quotidien des agriculteurs il est de plus en plus compliqué. On voit qu'il y a eu de nombreuses mobilisations ces dernières semaines.
Alors c'est un ensemble, c'est clair, où on a des bonnes raisons de récriminer. Vous l'avez vu, les négociations commerciales se sont quand même assez mal passées. On a beau mettre la pression, la loi prévue par l'État, la loi Egalim, n'est pas appliquée. Et globalement, le retour de valeur ajoutée aux agriculteurs n'a pas lieu. Donc on serre la ceinture. Vous avez vu récemment, on a travaillé sur une charte pour les traitements phytosanitaires. Le Conseil d'État vient de l'invalider pour une question de consultation. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Trop, c'est trop. Donc les gens en ont ras-le-bol. Dans cette période où on va attaquer les semis, c'est une addition de faits qui fait qu'il fallait que le couvercle saute aujourd'hui. Être agriculteur aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, c'est impossible avec toutes ces lois, toutes ces attaques que vous subissez. Mais être agriculteur aujourd'hui, c'est pas plus difficile qu'avant. Et qu'on nous laisse un peu bosser, c'est tout. Mais on voit également plein d'opportunités qui se dessinent. Vous le voyez, avec le Covid, maintenant les gens sont en attente de produits qui viennent de notre région. L'agriculture demain est source de solutions pour le stockage de carbone. On a des tas de défis à relever et il y a des jeunes qui veulent les relever. Mais qu'on soit un peu cohérent, qu'on nous aide, qu'on nous laisse bosser un peu. On vous sent énervé aujourd'hui, il y a une colère qui monte chez les agriculteurs? Mais c'est clair que la colère est liée. La colère, elle est forte et il faut apporter une réponse. Et le président de la République ne s'en tirera pas comme ça avec des promesses. Il a fait un mandat sur le stockage d'eau, il a fait un mandat pour rien. Voilà, donc il est bien. Alors, s'il ne se reprend pas, si sur ce dossier de l'eau on n'a pas des choses concrètes, c'est clair que ça va bouger. Et je peux vous dire ici, les gars qui sont venus aujourd'hui, ne lâcheront pas le morceau. C'est un rapport de force qui s'engage, on pourra vous voir à Paris par milliers comme c'est déjà arrivé? On n'en est pas là, on est des citoyens, on est d'ici, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire à Paris? On n'en est pas là, mais en même temps on a des élus sur ce territoire qui nous représentent et avec eux, oui, on essaie d'engager avec eux ou à leur côté un rapport de force, oui c'est important. Ce sujet de l'eau c'est la vie, on a su redémonter au service... si je gueule, je vais pas durer jusqu'à la fin. Non. Cette rencontre, on a senti, comme tout le temps sur le sujet, un État à l'écoute. Notre propos c'était quand même de dire qu'on attendait des actions. L'action, c'est nous qui l'avons initiée et à l'heure où nous rentrions en échange avec la préfète, l'avocat d'Irigadour nous informait de l'enregistrement du recours. Donc déjà, c'est vous rassurer, on est en ligne avec ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On le fait. Le recours, il est déposé, il est enregistré. C'est dans les tuyaux. Les services de l'État, au travers du ministère de l'Environnement, après l'assurance des propos de Madame la Préfète, c'est qu'il y aurait un deuxième recours porté par le ministère de l'Environnement. C'est déjà un moindre mal. Si on veut continuer à exister... On applaudira quand on aura quelque chose, vraiment l'horizon dégagé et l'horizon vert, mais vert pour les agriculteurs, pas pour FNE. Cette assurance-là, déjà, c'est déjà un signe. Un petit signe, certes, une rencontre qui est proposée aussi au travers d'un rendez-vous avec le préfet et coordinateur de bassin qui ne pouvait pas être là et nous entendre aujourd'hui en direct. Ça aussi, il faut que le message il aille au-delà de Mont-de-Marsan parce que et aussi, on a su retrouver des personnes qui venaient d'un peu plus loin que nos territoires impactés. C'est bien aussi l'assurance de ce préfet qu'il y a un enjeu, qu'il faut se mettre en ligne pour obtenir quelque chose. Jean-Luc disait, on est capable de travailler, et ça sera peut-être à travailler avec vous tous. Dans la désobéissance, on va travailler peut-être dans l'obéissance par la démonstration que l'on est capable de gérer. Si on ne nous donne pas administrativement ces autorisations telles qu'on pouvait les avoir avant, on désobéira, mais on montrera qu'on est capable de gérer l'eau et l'environnement mieux que les autres, qui cherchent simplement à n'attaquer au tribunal que ce que font les autres en travaillant dur. Alors oui, François l'a dit, comment se fait-il que dans notre pays, une poignée de personnes, une poignée de quelques-uns se réunissent, regardent sur le papier, théoriquement, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Cette remise en question qui a été faite de l'irrigation sur les 4 sous-bassins est une insulte à l'agriculture. Depuis des années, ici dans cette région, l'agriculture du sud-ouest, des 4 départements qui sont présents, mais du sud-ouest dans son ensemble, s'est construite sur et avec l'irrigation. Mais ce n'est pas l'irrigation d'il y a 30 ou 40 ans.
C'est l'irrigation que nous faisons aujourd'hui, avec les techniques et les technologies d'aujourd'hui, qui nous ont permis de faire plus et mieux d'irrigation. Et répondant à certains journalistes tout à l'heure qui me disent « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer le modèle? Faire moins de maïs, comme si le maïs était la bête à abattre. » Alors que pour beaucoup d'exploitations, le maïs est la plante salvatrice, celle qui permet de faire de l'élevage, des bovins, des porcs, des canards, des volailles, etc. C'est sur la base de cette plante-là qu'on est capable de faire toute l'économie des productions animales. Et je suis productrice de porc et dans notre exploitation, la moitié de la surface est en maïs, transformé sur place et mangé par les porcs charcutiers. Je sais la richesse que ça apporte, mais aussi la sécurité alimentaire en termes économiques sur l'exploitation agricole. Donc ne nous laissons pas abattre sur ce sujet. Il y a quelques jours, certains ont marché pour le climat. Alors c'était pas la même coloration, c'était pas la même ambiance, c'était pas toujours la même couleur de drapeau, mais ils ont voulu nous dire voilà l'économie qu'il faut faire, voilà l'écologie qu'il faut faire, voilà la loi climat qu'il faut faire. Une loi pleine de réglementations, d'interdictions, de surtaxation, comme si l'écologie, ça se réglait comme du papier musique dans des lois ou dans des bureaux. Nous sommes, nous, des écologistes de terrain. La nature, nous la connaissons, l'environnement, nous le connaissons, les rivières, nous les gérons, les bassins versants, c'est notre quotidien, et ça fait des années que nous l'avons appris. Moi, je ne veux pas qu'on nous oppose de ne pas connaître ou de ne pas prendre en compte l'environnement. Ça fait des années, même que nos aînés l'ont fait et l'ont bien fait. L'écologie, c'est nous sur le terrain, c'est pas dans les bureaux. Et les premiers qui mesurent les impacts du changement climatique, ce sont les agriculteurs. Et c'est parce que nous mesurons tout ça, aussi quantitativement, avec nos instituts techniques, avec nos chambres d'agriculture, qui nous aident avec toutes les alertes, les sondes capacitives, la mesure de l'évapotranspiration, les alertes pour savoir quand il faut faire un demi ou pas de tour d'eau, que nous avons amélioré les choses. Et comme je leur ai dit tout à l'heure à ces journalistes sceptiques, mais qui méconnaissent parce qu'ils entendent n'importe quoi, en l'espace de 20 ans, nous avons amélioré de 30% l'efficience de l'eau. On fait 1 tonne de maïs aujourd'hui avec 30% de moins d'eau qu'il y a 20 ans, parce que nous avons amélioré les techniques et les connaissances. C'est la technique, les technologies et l'innovation qui nous permettent d'être meilleurs et non le retour vers le passé comme certains voudraient le prôner. Oui, nous sommes confrontés aujourd'hui à des aléas plus nombreux. Oui, nous avons vécu il y a quelques semaines des inondations dramatiques et certains d'entre vous en ont été victimes. C'est l'illustration, s'il en était besoin, que même si nous avons à l'avenir, et le GIEC le dit, les experts climatiques, les mêmes quantités d'eau qui tombent, elles tomberont de façon plus anachronique. Trop d'eau à certaines périodes, manque d'eau à d'autres périodes. Alors, comme on nous a appris et comme c'est écrit dans le code rural, est-ce qu'on saura gérer l'eau en bon père de famille, avec le bon sens paysan, en se disant que quand elle est abondante, voire surabondante, quand les sols sont gorgés d'eau, quand toutes les réserves sont pleines, on peut imaginer de créer des réserves nouvelles pour stocker cette eau trop abondante et pouvoir l'utiliser l'été. Le comble, c'est qu'aujourd'hui on nous demande de stocker l'eau en amont des villes, dans nos prés, dans nos champs, dans des bassins d'expansion des crues, pour préserver les villes des inondations. Ça coûte moins cher aux assureurs et il y a moins de dégâts. Mais quand il s'agit de stocker l'eau pour pouvoir l'utiliser, nous, on nous le refuserait, c'est anormal. Voilà ce qu'il faut dénoncer aussi. À plusieurs reprises, certains d'entre vous ont évoqué la nécessité de planifier mieux l'irrigation. Vous l'avez tous vécu comme moi. L'année dernière, juste avant la crise Covid, tous les Français se sont rués dans les magasins, les supermarchés pour faire des réserves. Ils avaient tous peur d'avoir faim. Tous les journalistes qui nous interrogeaient nous disaient « Y aura-t-il des pénuries ? Y aura-t-il des pénuries ?» C'est ça qu'ils auraient voulu voir. Eh bien non. Les agriculteurs, nos coopératives, nos industriels, l'agroalimentaire, toute la chaîne alimentaire a été au rendez-vous.
La deuxième ligne a tenu. Les soignants ont tenu et on les remerciera jamais assez. Mais l'alimentation en France a tenu. Elle a tenu mieux que dans bien d'autres continents dans le monde. En Europe, il n'y a pas eu de pénurie. Et en France, moins qu'ailleurs. Les Français ont redécouvert l'importance de l'alimentation. Mais derrière l'alimentation, il y a des agriculteurs, il y a des producteurs, il y a des filières organisées et c'est la richesse de notre pays. Si nous avons fait tout ça, c'est parce qu'il y a eu avant nous, nos pères, nos grands-pères, comme l'a montré le film Paysans, qui ont travaillé, qui se sont tués à la tâche, qui ont reconstruit toujours et encore, malgré les guerres, malgré les crises, malgré les difficultés, les hommes et les femmes quand les hommes étaient partis au combat. Ce qui fait la fierté de l'agriculture aujourd'hui, c'est cette capacité justement à dire que l'on peut se relever toujours, parce que produire l'alimentation, c'est noble. Notre première mission, c'est une mission nourricière. Et là où certains n'avaient en bouche que la montée en gamme, Dieu sait si nous l'avons entendu, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en France, nous avons des consommateurs qui ont des pouvoirs d'achat différents. Nous-mêmes, nous ne mangeons pas toujours de la même façon. Nous voulons nous produire toutes les alimentations pour tous les moments de consommation et pour toutes les bourses. Et quand le président de la République, Emmanuel Macron, a dit le 12 mars, 5 jours avant de nous confiner, confier notre alimentation à autrui serait folie. Confier notre santé à d'autres serait folie. On le voit aujourd'hui avec le porte-container qui fait la une de l'actualité, bloqué dans le canal de Suez, avec ses 25 000 containers et tous les autres qui sont autour et qui attendent. Si on continue à être dépendant de l'extérieur, y compris pour notre alimentation, on est à la merci de ce genre d'accident. Avoir la capacité à nourrir sa population, avoir la capacité à tout moment, même en période de crise et de confinement sur des temps longs, de produire, de transformer, de stocker l'alimentation, c'est ça la vraie richesse de l'agriculture française. Nous le devons à nos aînés, nous voulons le continuer, nous le devons aussi à la politique agricole commune, qui doit rester une politique économique de production, qui intègre l'environnement, mais qui ne met pas l'environnement en avant et la production en arrière. C'est tout ça que nous voulons. La souveraineté alimentaire, c'est la clé aujourd'hui. Alors, la souveraineté alimentaire, pour la construire, que faut-il? Il faut des déclarations politiques, elles sont là. Il faut une mobilisation des budgets. Emmanuel Macron et Angela Merkel l'ont fait avec le plan de relance européen. Et nous avons eu un retour sur la PAC. Il faut inscrire l'agriculture dans le plan de relance, nous l'avons fait. Et si l'agriculture est dans le plan de relance, nous le devons à la mobilisation de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui l'ont porté tant chez le nouveau ministre dès son arrivée que chez le Premier ministre. Parce que nous avions été rendez-vous, parce que nous n'avions pas trop baissé en activité, ils ne voulaient pas mettre l'agriculture dans le plan de relance. Résultat des courses, 1 milliard d'aides pour investir en agriculture et on a vu comment les agriculteurs sont capables de répondre et de répondre très vite. Et je le disais tout à l'heure à Éric Frétillère, nous avons aussi réussi à inscrire l'irrigation dans le plan de relance. Rendez-vous compte, l'irrigation, l'achat d'équipements est dans le plan de relance. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir faire les ouvrages et avoir la sécurité juridique. Mais là où il faut que ça change, c'est que les discours du président de la République, et je sais que dans le Tarn, il s'était engagé, quand il était candidat, à faire de l'irrigation son chantier majeur, il faut que ce soit suivi des faits. Quand je l'ai rencontré en février, avant la date normale du Salon de l'Agriculture, je lui ai dit, Monsieur le Président, savez-vous combien de grandes réserves nous avons fait depuis votre élection et depuis vos déclarations du Tarn? 3. Comme bilan de mandat, c'est moyen. Il vous reste un an pour changer les choses, un an pour agir et pour que les promesses que vous avez faites ce jour-là aux agriculteurs ne soient pas du vent, mais soient une réalité concrète. Je lui ai dit les yeux dans les yeux, j'attends désormais des décisions. Le ministre de l'Agriculture a déclaré récemment « L'eau, c'est la mère des batailles ». Très bien. Ça a fait l'objet d'un bel édito dans la presse de plusieurs articles. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Voilà ce que l'on attend du ministre de l'Agriculture. On ne peut pas en permanence repousser à plus tard parce qu'il y aurait des échéances, une fois municipales, une fois régionales, une fois européennes, une fois présidentielles, etc., etc. L'heure est aujourd'hui aux décisions concrètes. Devant le président de la République,
le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'est engagé à lancer le Varenne de l'eau. C'est important que ça s'appelle comme ça, parce que Varennes, c'est la rue de Varennes, c'est le ministère de l'Agriculture, et c'est aussi Matignon. Et c'est pas le ministère de l'Écologie seul qui va faire le boulot. Alors oui, il faudra qu'il y ait l'agriculture et l'écologie, mais il faut que le ministère de l'Agriculture se dope en compétences et en discours pour qu'enfin ça penche du bon côté pour du pragmatisme sur le sujet de l'eau. Nous avons un an pour convaincre qu'il faut faire sortir un certain nombre de projets des cartons. Ils ont été identifiés, nous avons travaillé avec la PCA pour les identifier, nous les connaissons, nous connaissons aussi les freins, mais ça relève aujourd'hui de la volonté politique. Alors, moi je suis comme vous, je ne me satisfais ni de promesses ni de discours, ce que nous attendons c'est des actes concrets et des décisions. Et j'attends de Julien Denormandie très rapidement qu'il se prononce enfin pour dire « Voilà ce que je vais faire sur l'irrigation dans notre pays ». Le constat que nous faisons, quel est-il? La France est un des pays où il y a le plus de pluviométrie, ça a dû vous être dit. Mais nous sommes le pays qui stockons le moins de 4% de stockage de l'eau, quand d'autres pays stockent plus de 20%. Et aujourd'hui, certains pays du nord de l'Europe, dont on peut penser qu'ils ont plus de pluviométrie, ont lancé des grands plans de stockage de l'eau, le Danemark, la Suède, la Hongrie, la Pologne, parce qu'ils voient bien que pour produire, il faut de l'eau, surtout en contexte de changement climatique. Eh bien, sur les 10 dernières années, écoutez bien ce chiffre, là où les autres pays ont augmenté de 13% leur stockage d'eau, la France n'a augmenté que de 1% son stockage d'eau. On est en retard et on prend du retard. Et ça, c'est inacceptable. On peut dire tout ce que l'on veut, on jugera sur les chiffres et c'est ce que nous attendons de nos décideurs. Et puis ce ne sont pas les marches pour le climat colorées qui vont nous faire reculer. Le combat que nous portons ici, c'est le combat pour l'eau, parce que l'eau c'est la vie, mais c'est le combat pour les hommes et les femmes qui font cette agriculture. Que serait la France sans son agriculture? Que serait le Sud-Ouest sans son agriculture? Qui tient les territoires, crée les emplois, entretient les espaces, valorise ces espaces? Qui met en valeur ces territoires? Les agriculteurs. Qui se décarcassent tous les matins pour justement changer ces pratiques et les vouer? C'est notre profession. Alors nous en avons assez d'entendre des leçons, de ces donneurs de leçons théoriciens qui s'inventent agronomes à leur retraite, qui se trouvent de nouvelles passions pour l'agriculture sans en connaître les réalités. C'est parce que nous avons les pieds dans la terre au quotidien que nous voulons être davantage écoutés sur l'ensemble de ces sujets. Nous l'avons dit avec la loi climat où certains voudraient taxer les engrais azotés. Est-ce que la taxation des engrais azotés, ça va être la solution? Si seulement la France le fait. Pourquoi la France s'imposerait-elle des règles que les autres pays ne s'imposent pas? On a vu ce que ça a donné dans de nombreux domaines. Nous avons contesté cette taxe sur l'azote et j'invite tous les élus qui sont là à le dire haut et fort, ce n'est pas la taxe qu'il nous faut. Quand nous voyons dans la loi climat encore un durcissement des règles par rapport aux possibilités d'irrigation, c'est encore un coup bas qu'ils voudraient nous porter. En clair, ils veulent dire que l'intérêt supérieur de tout, c'est la préservation des milieux. La nature naturelle à laquelle on ne touche pas. Le beau jardin d'antan. Et oublier qu'il faut aussi de l'eau potable, de l'eau économique et de l'eau dont nous avons besoin. Eh bien nous voulons qu'on considère l'eau dans l'ensemble de ses composantes. C'est ce que nous portons dans les projets territoriaux de gestion de l'eau, l'eau multi-usage, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour les milieux, l'eau pour l'eau potable. C'est ce que nous portons. Donc nous ne sommes pas contre les milieux, c'est nous qui faisons correctement ce travail-là. Dans mon département, j'ai une réserve gigantesque qui a été faite du temps d'Edgar Pisani. Rendez-vous compte, dans les années 60, celle qui permet d'avoir toutes les productions végétales spécialisées et les contrats de maïs semences, les pépinières, les fleurs, dans la vallée de l'Othon et dans la vallée de la Loire. Eh bien, 20 ans après, cette réserve d'eau, là où elle se trouve, a été classée Natura 2000, parce que la faune et la flore a retrouvé son espace et s'est réimplantée. C'est bien la preuve, s'il en était besoin, que la création de réserves d'eau n'est pas du tout incompatible avec la faune et la flore des espaces, et c'est ce que nous devons dire. Nous ne sommes pas les ennemis de l'écologie, nous sommes les acteurs de l'écologie appliquée sur le terrain. Alors il y a des associations avec lesquelles nous engageons le dialogue. Certaines acceptent de dialoguer.
D'autres sont dans des postures totalement radicalisées. Et là, c'est compliqué. Partout où vous le pouvez, dans vos communes, avec les associations. Parce que parfois, en local, on peut trouver des accords qu'on ne trouve pas avec les postures nationales. Surtout quand il y a des alliances contre nature. Mais on voit bien quand même. Si vous avez regardé la couleur des drapeaux qui était à Place République samedi pour la marche pour le climat, on voit bien qu'il y a derrière tous les tenants de la décroissance. Tous ceux qui disent « cette société n'est pas la bonne, il faut la changer ». L'économie de marché telle qu'elle est, c'est pas bon, il faut la changer. L'anticapitalisme, l'anti-économie, la décroissance appliquée. Et moi je le dis tout net, si demain ce sont ces théories qui s'appliquent, eh bien, nous continuerons à en manger en France, mais nous importerons davantage d'alimentation consommée. Est-ce que c'est ça que tous ceux qui défilent veulent voir advenir? Si la production diminue en France, déjà que nous sommes importateurs nets sur un certain nombre de produits, nous nous mettons en péril une nouvelle fois. Donc nous ne voulons pas de cette décroissance idéologique. Nous voulons des accords commerciaux cohérents, en phase avec ce qui nous est imposé ici. En clair, n'importons pas l'agriculture et l'alimentation que nous ne voulons pas dans nos assiettes. Ceux qui prônent la non-déforestation en Amazonie et qui veulent pas de croissance et de production en France ont un double discours. C'est ça qu'il faut dénoncer. Dénonçons-le fort. Alors, je suis d'accord à 100% avec le discours très politique et très tonique de François Lespard et je le salue. Mais comme la bataille est rude, nous avons besoin d'un horizon politique, d'engagement des politiques et nous avons aussi besoin de rationalité et de conseils juridiques. Et donc tout le travail qui est fait pour demander à l'État de faire appel, tout ce que nous faisons en ce moment pour sécuriser tous les dispositifs de création de réserves, d'accès à l'eau, c'est vraiment ce que nous devons appuyer pour qu'il n'y ait plus ce stop and go des administrations. Parce que nous savons que dans les administrations, il y a aussi beaucoup de militance, plus parfois que de science et de cohérence. Et nous en souffrons, que ce soit dans certaines DREAL, comme chez moi. Je ne sais pas si c'est le cas ici, chez vous. Peut-être que si. Mais parfois, quand ils se trompent d'expéditeurs, quand ils envoient leur rafale de mails, on peut trouver des mails militants de la part de certaines DREAL. Et je peux vous dire que ça nous fait mal de voir comment eux qui travaillent dans ces instances critiquent et ont une vision erronée de l'agriculture. Notre combat pour la vie, notre combat pour l'eau, nous devons le mener dignement et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. En remerciant Jean-Luc pour les consignes qu'il a données, moi je voudrais surtout vous dire que vous êtes pour nous un appui indispensable. Quand on porte la voix des agriculteurs, comme je le fais à la FNSEA avec mes collègues au plan national, en conseil d'administration, dans les AS, dans les fédérations régionales, dans les fédérations départementales, au coude à coude avec les jeunes agriculteurs et les chambres d'agriculture, c'est important de temps en temps qu'on puisse se compter et se montrer. Et vous ne pouvez pas savoir combien c'est important que vous soyez nombreux, mobilisés et déterminés, on le lit dans vos regards. Napoléon disait, je construis mes plans de bataille en lisant dans les yeux de mes soldats. Vous êtes les bons soldats qui avez répondu, je vous en remercie 1000 fois. Cette voix-là, je pourrais la porter plus fort grâce à vous. Un très grand merci. Bon, on ne parle pas après un préfet, mais on ne parle pas après Christiane non plus.
ça va dire.
Marche, marche, marche.